Merci d'être resté avec nous pour Allo Docteur. Diabète, asthme, insuffisance cardiaque, épilepsie ou encore rhumatisme. En France, 15 millions de personnes souffrent de maladies chroniques. Ces pathologies impliquent la prise quotidienne de médicaments, le respect des règles diététiques, un suivi médical régulier. Alors cette discipline, souvent vécue comme une contrainte, ça s'appelle l'observance. Et en France, cette question est problématique. On estime qu'un patient sur deux atteint de maladies chroniques suit mal son traitement et voit donc une aggravation de son état de santé. La non-observance serait même à l'origine de 8000 décès par an et représenterait un surcoût de 2 milliards d'euros pour l'assurance maladie. Quel risque encourt-on quand on ne respecte pas son traitement? Comment bien prendre ses médicaments? Quelles solutions pour favoriser l'observance? On va répondre à toutes ces questions avec nos invités, le professeur Alain Astier. Bonjour Alain. Bonjour. Les téléspectateurs vous connaissent bien. Vous êtes chef du service de pharmacie à l'hôpital Henri Mondor. Vous êtes toujours professeur, hein? Oui. On a un mois qu'on me vire, mais enfin bon. On n'a pas eu d'infos de ce côté-là, donc on va continuer à vous appeler professeur. Merci. Et on accueille également David Romain Bertolon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur d'M-Patient. En quelques mots, qu'est-ce que c'est qu'M-Patient? En-Patient, c'est une petite société qui est dédiée à créer des ressources utiles pour les personnes malades, justement pour les aider à faire face aux contraintes de la vie quotidienne avec la maladie et les traitements. Donc on œuvre notamment pour développer des outils facilitant renforçant leur capacité à prendre leur traitement. Alors on va répondre aux questions des téléspectateurs. Sous propanolol depuis plusieurs mois pour des migraines fréquentes. Je vais mieux mais j'ai une tension basse par moment. Est-ce dangereux de l'oublier? Alors on ne va pas pouvoir rentrer dans les conseils médicaux pour chacun des patients. Mais qu'est-ce que doit faire un patient qui se dit bon, je pourrais peut-être ne pas le prendre 1 ou 2 jours, mon traitement, c'est pas bien grave? Alors, si je peux répondre, je pense que ce qu'il faut d'abord, c'est en parler à son médecin, à son pharmacien, à son médecin, pour savoir s'il y a vraiment une obligation de prendre régulièrement son traitement, puisque le risque de ne pas être observant dépend quand même pas mal du type de pathologie que l'on a. Quand c'est des maladies, je dirais, chroniques, où ce qu'on traite, on prévient quelque chose. L'hypertension, on prévient un risque. Le diabète de type 2, on prévient un risque. C'est pas la même chose que si on a une maladie installée grave, un virus, par exemple, un cancer, où effectivement, on s'aperçoit que même si on arrête 1 semaine, on a un risque majeur de ne plus avoir d'efficacité. C'est pas exactement la même chose. Donc je pense que la première chose à dire et à faire, c'est d'éviter de ne pas prendre le médicament. Et puis si on ne le prend pas, se poser la question pourquoi et en parler avec son médecin et son pharmacien. Voilà. Là, on a dit la moitié des malades chroniques ne prennent pas régulièrement leur traitement. Il y a des études qui ont été faites pour essayer de savoir pourquoi, quelles étaient les non-motivations de la prise régulière de traitement. Vous avez dû voir passer des études là-dessus, non? Tout à fait. Puis la question permet un peu de reprendre ce point-là. C'est-à-dire que ce qui compte le plus pour les personnes, c'est d'avoir un quotidien à peu près confortable. Donc la qualité de vie ou l'impact que les traitements peuvent avoir en termes d'effets indésirables, ça va peser fortement dans la balance par rapport au fait de prendre ou pas son traitement ou de s'autoriser, par exemple, à ne pas le prendre tout un week-end juste parce qu'on se sentirait mieux en le faisant. Mais côté déterminant de l'observance, qu'on peut retenir, c'est que c'est à la fois, il n'y a pas forcément de profil de personnes, c'est-à-dire que on peut être observant, bien prendre son traitement pendant de nombreux mois, puis après mal le prendre, justement en raison d'affaires qui vont venir perturber le quotidien des personnes. Donc s'il n'y a pas de profil, il y a quand même quelques déterminants, notamment la dépression qui a été montrée comme étant le facteur principal. Donc les baisses de morale ou le fait de ne pas vraiment avoir envie de se lever le matin, ça peut entraîner des problèmes d'observance. On est démotivé pour tout finalement. Voilà, on est un peu démotivé pour tout, mais c'est important de le souligner parce que c'est aussi un effet indésirable des fois des traitements. Donc on peut des fois sous-estimer l'impact qu'a le moral autour de la prise du traitement. Il y a aussi d'autres déterminants. L'inobservance, c'est pas un seul phénomène. Il y a une inobservance volontaire et une observance involontaire. L'involontaire, c'est simplement on oublie. Personne âgée, par exemple, oublie. Et si plus la posologie est compliquée, si on vous dit un comprimé toutes les 4 heures, etc., enfin j'exagère, à ce moment-là, on a plus tendance à oublier que s'il y a un seul comprimé à prendre le matin ou le soir. Donc il y a l'oubli en tant que tel, et puis il y a la volonté aussi, consciente ou inconsciente, de ne pas prendre son médicament parce qu'il y a des effets indésirables majeurs.
Hein, et quand on a des effets indésirables majeurs, et ben, comme tout le monde, si on vomit tout le temps, on a tout le temps mal à la tête, si on a tout le temps on se gratte tout le temps ou des choses comme ça, on n'a pas tendance à le prendre. Est-ce que des études ont montré qu'il y avait des différences d'observance, de suivi de cette prise régulière de médicaments en fonction du niveau socio-culturel des patients? Oui, alors il y a des études qui ont été publiées là-dessus. En France, je ne pense pas, mais à l'étranger, ça c'est clair. Alors c'est vrai que l'étranger n'est pas la France, mais enfin si on part de ce raisonnement-là, on ne peut jamais rien comparer. Au niveau socio-culturel, ça ouais, peut être pareil. Et l'âge aussi, parce que notamment les jeunes. Les jeunes, parce que le jeune refuse d'une certaine façon sa maladie, il ne veut pas être malade, surtout s'il est obligé de prendre des médicaments au long cours. On peut comprendre en se disant, attends, j'ai 20 ans, je vais être obligé de prendre... des jeunes diabétiques notamment. Voilà, jeunes diabétiques, etc. Et puis les personnes âgées, certains disent, ils sont plus observants parce que le vieux, il compte toujours ses comprimés, etc. Mais il y a aussi l'oubli volontaire, parce qu'on a, involontaire, l'Alzheimer ou mais même dans le niveau socio-culturel, moi j'entendais aussi le niveau d'éducation qui fait qu'on comprend ou pas la nécessité. D'où le rôle du médecin, qui est considérable dans le fait de bien faire comprendre à son patient les enjeux du traitement, et certains médecins ne vont pas suffisamment loin pour expliquer au patient les risques qu'il prend à ne pas avoir une bonne observance. Parce que l'observance, si vous voulez, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle la compliance en anglais, c'est-à-dire le fait d'accepter son traitement. On est compliant, on accepte le traitement. Donc, c'est-à-dire l'explication est extrêmement importante, etc. Et puis, il y a l'observance elle-même qui est finalement l'exécution de la compliance. L'observance, c'est les aspects techniques. Je dirais, qu'est-ce qui favorise l'observance ou ne favorise pas l'observance. Donc, on peut accepter un traitement. Et puis, si en cours de traitement, on s'aperçoit qu'il y a des effets indésirables majeurs, ben voilà. Donc, l'observance, c'est l'exécution de la compliance. Donc, ça commence d'abord par le fait que le patient accepte son traitement et donc que soit expliqué, un, par le médecin, deux, par le pharmacien. Ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement, dans les deux situations. Alors écoutez le témoignage de Ghislaine, qui est atteinte de polyarthrite rhumatoïde. C'est une maladie inflammatoire qui touche environ 250 000 personnes en France et qui nécessite la prise d'un traitement médical quotidien. Ghislaine souffre de cette maladie depuis plus de 20 ans et a bien du mal à observer son traitement. Elle s'est confiée à Nikita Matras et Farid Mahmoudi. L'intérieur, c'est un peu plus bleu, mais c'est sur les côtés. Ancienne élève des Beaux-Arts, Ghislaine est une véritable passionnée de peinture. Une activité qu'elle pratique chaque semaine, malgré sa polyarthrite rhumatoïde, une maladie inflammatoire qui endommage ses articulations. J'adapte la prise du pinceau différemment que d'autres personnes. Mais on arrive toujours, même si les mains sont déformées, on arrive toujours à peindre. Et à partir du moment, par exemple, j'arrive à faire des mouvements, ce qui est très surprenant, en hauteur, comme ça, alors que dans le quotidien, on me demanderait de les faire, j'y arriverais sans doute pas. La polyarthrite est une maladie dégénérative qui évolue au fil du temps. Si les traitements ne sont pas pris régulièrement au quotidien, en fait, tout va en se détériorant. Donc ça va vouloir dire détérioration des articulations, du cartilage et à long terme, pose de prothèses pour le pire des cas. Pour limiter les douleurs et pour éviter une détérioration trop rapide de ses articulations, Ghislaine prend quotidiennement un traitement médical lourd. On a une corticothérapie, on a des antalgiques pour les douleurs articulaires, on a des traitements qui protègent l'estomac à cause des anti-inflammatoires et des compléments alimentaires. Et voici. Au total, Ghislaine doit prendre 13 médicaments chaque jour. Malade depuis l'âge de 20 ans, elle a eu beaucoup de mal à respecter son traitement. À une époque, je faisais un petit peu ma petite sauce avec mes médicaments, à augmenter ma cortisone si je me sentais pas bien, à prendre des antidouleurs un peu avec les doses que je voulais, parce que je ne connaissais pas bien, je pense, aussi les traitements. Il y avait le fait aussi des effets secondaires comme les nausées, les vomissements, donc ça c'est pas toujours agréable, on préfère reporter, voire sauter une prise. Si Ghislaine est extrêmement rigoureuse concernant son traitement pour la polyarthrite, elle est en revanche bien plus laxiste quand il s'agit d'ostéoporose. Là, c'est typiquement les traitements que je ne suis pas et sur lesquels je suis la mauvaise élève et je ne suis pas observante. Ce sont les traitements de calcium et de vitamine D contre l'ostéoporose, parce qu'il faut les prendre à distance des repas, ne pas manger avant ni boire après. Et là, j'avoue que je suis vraiment pas observante avec ces traitements-là. C'est des cachets à croquer, c'est tout simple, vous allez me dire, mais je n'y pense pas parce que l'ostéoporose, ça me fait pas mal. Certains des médicaments de Ghislaine doivent être pris seulement une fois par semaine ou par mois.
Alors pour éviter les oublis, elle a sa petite astuce. Ah. Alors là, c'est le rappel, injection de mon traitement côté droit. C'est vrai que c'est pas spécialement agréable de se piquer et de gérer soi-même tout ce qui est médicaments, injections et tout ça. Mais à côté de ça, quand on voit les effets bénéfiques de ces traitements, il n'y a pas photo, quoi. Il est évident qu'on ne va pas passer à côté d'une injection et qu'on sait qu'on va pouvoir passer 1 mois ou 15 jours vraiment bien, quoi. Forte de son expérience, Ghislaine anime régulièrement des ateliers d'éducation thérapeutique. Objectif, sensibiliser les autres malades à la question de l'observance. Alors, on a bien entendu avec Ghislaine les raisons pour lesquelles elle ne prenait pas ces traitements ou elle les oubliait volontairement, soit les effets secondaires, soit il y a trop de médicaments. Il y a aussi tout l'aspect des gens qui ne prennent pas un médicament parce qu'ils ne comprennent pas, ils n'en voient pas le bénéfice, ils n'en voient pas l'effet. Quand on atteint une maladie silencieuse, comme par exemple le cholestérol, on voit qu'on prenne ou pas son traitement, il n'y a pas d'amélioration, enfin physiquement j'entends. En tout cas, ce qui peut vraiment faciliter l'observance, c'est la première chose, c'est d'être convaincu de l'intérêt de son traitement. Donc comprendre en effet qu'il est important de se traiter alors que je ressens aucun signe visible d'une maladie qui risque d'arriver demain, c'est un peu compliqué. Et il y a beaucoup d'incompréhension des fois qui règne entre le médecin et le patient sur la nécessité de tel ou tel traitement. La deuxième chose, ça va être d'accepter aussi la situation, d'accepter les contraintes, d'accepter de se sentir malade quand on prend un traitement. C'est pas si évident que ça, l'acceptation psychique de la situation. Et puis après, apprendre à s'organiser au quotidien. On l'a vu avec certains patients dans le reportage, combien c'est difficile de réussir à penser à prendre son traitement. Donc avec des petits trucs et astuces. Justement, tiens, on nous pose la question, quelles sont les bonnes méthodes pour ne pas oublier de prendre ces médicaments ou au contraire pour ne pas les prendre 2 fois, demande Lulu? Eh ben, suivre un journal de bord, ça va être la première des méthodes, tout simplement de savoir si aujourd'hui je l'ai bien pris, de pouvoir le cocher quelque part ou d'avoir un agenda. Ça peut être très, très, très pertinent. Les alarmes téléphoniques, les SMS, les applications, tout à fait. On peut aujourd'hui avoir pas mal d'aides technologiques autour de l'aide à l'organisation, mais ça n'empêche pas qu'autour de vraiment comprendre l'intérêt et puis aussi faire face aux effets indésirables, comme on l'a vu dans les 2 témoignages. Il manque souvent quand même d'interlocuteurs, c'est-à-dire que les personnes sont un peu laissées seules face à leurs doutes, face à leurs questions. C'est pas toujours si simple que ça de trouver un interlocuteur. Est-ce que les médecins disent bien à leurs patients, admettons qu'un médecin explique bien la maladie, explique le traitement, est-ce qu'il y en a beaucoup qui disent à leurs patients et revenez me voir si vous vous sentez mal, si vous avez trop d'effets indésirables? C'est pas si sûr que ça. C'est pas si sûr que ça. Puis il y a aussi des médecins qui laissent même leur numéro de téléphone, mais les gens n'osent pas forcément déranger. Par contre, sur les forums de discussion ou sur Internet, quand vous appartenez à des groupes de discussion thématiques sur une pathologie, là, il y a beaucoup d'échanges et entre pairs qui va s'opérer pour trouver des fois des tout petits ajustements qui font que le quotidien est possible avec les médicaments. Est-il important de prendre... Pardon, vous voulez dire quelque chose ? Oui, je voulais... Dans les effets indésirables, il y a ceux qu'on peut éviter et ceux qu'on ne peut pas éviter. Ceux qu'on peut éviter, c'est par exemple ceux liés à des interactions médicamenteuses. Ou par exemple le fait qu'un médicament, on va le prendre pendant l'alimentation ou hors de l'alimentation, alors que ça peut changer complètement les choses. Et donc, il y a des effets qui sont évitables. Si on prend par exemple la metformine, qui est un antidiabétique très très classique de type 2, si on la prend pendant les repas, on n'a plus ces fameuses diarrhées qui sont très handicapantes, si vous voulez, et qui font que les patients ne prennent pas le médicament. Donc simplement le fait de prendre son médicament, cette metformine, pendant les repas, va améliorer considérablement les effets indésirables et donc va permettre d'augmenter l'adhérence au traitement, la compliance. Alors que si on le prend dans d'autres conditions, on va avoir des effets indésirables très importants. Donc il n'y a pas que des... C'est pas fatal, l'effet indésirable. Il y en a qui sont inévitables, on ne peut pas modifier, puis il y en a qu'on peut éviter avec une bonne prise du médicament, donc une bonne éducation. Il faut faire passer en effet des messages très positifs sur les effets indésirables. Ce n'est pas une fatalité, on peut agir contre si on les reconnaît à temps et si on a des interlocuteurs avec qui on peut échanger. Notamment des patients experts. Notamment les patients experts au sein des associations de patients, les pharmaciens d'officine, les médecins, qui sont quand même des interlocuteurs, mais qu'on n'ose pas forcément déranger. Et on préfère plutôt mettre de côté son médicament, attendre la prochaine fois. Il y a beaucoup d'apprentissage à faire pour les personnes malades. Vous disiez qu'il y a 15 ou 20 millions de Français à être concernés par une prise quotidienne de médicaments. Pour autant, on n'a pas appris à prendre ces médicaments, que ce soit au collège, au lycée. Et les bons réflexes
réflexes à avoir, que ce soit en termes d'organisation au quotidien, de savoir vers qui me tourner si j'ai des questions ou comment gérer des effets indésirables, les patients sont quand même laissés seuls. Alors, bien sûr, après, avec une année, 2 années, 3 années d'expérience dans la maladie, on acquiert des bons réflexes, mais au début, on ne les a pas toujours. Ça s'appelle l'éducation thérapeutique. Justement, à Paris, certains services hospitaliers ont mis en place un programme d'éducation thérapeutique. Les patients qui en bénéficient sont reçus en entretien individuel par des médecins et des pharmaciens. Objectif, les aider à mieux comprendre l'intérêt de leur traitement et les sensibiliser à la question de l'observance. Reportage Nikita Matras et Claire Debuisert. Il y a 5 ans, Marcel a découvert qu'il souffrait d'un cancer de la peau à un stade déjà très avancé. Une maladie qui nécessite un traitement médical lourd et quotidien. Vous pouvez m'expliquer un petit peu sur à la maison comment vous vous organisez pour le prendre sur la journée, à quel moment vous le prenez? J'ai deux gélules à prendre le matin, 2 gélules à prendre le soir. Donc le matin, je prends ces gélules à 6 heures. Je reste 1 heure à jeun pour après prendre le petit déjeuner. D'accord. Marcel est aujourd'hui en rémission, mais bénéficie toujours d'un programme thérapeutique individualisé. Ce rendez-vous avec une pharmacienne lui permet de faire le point sur son traitement. Et est-ce qu'à la maison, si jamais il y avait un petit oubli ou si vous n'êtes pas réveillé, il y a quelqu'un qui veille un petit peu à ça? Le portable, les alarmes. D'accord. Objectif, donner quelques conseils pratiques afin d'aider Marcel à mieux vivre avec son traitement. Parce qu'en effet, les gélules, il ne faut pas les ouvrir, il ne faut pas les écraser, et donc il faut les avaler entières. Et c'est entières, bon, c'est un rythme à prendre, c'est une habitude. Avec un grand verre d'eau. Oui. Ok. On ne perd pas de vue la qualité de vie de la personne. Et donc, dans l'observance, ce qu'on veut, c'est d'essayer de trouver cet équilibre entre les exigences du traitement, mais également les contraintes de la vie quotidienne pour que ça reste acceptable pour le patient. À cause d'effets secondaires lourds allant jusqu'à l'empoisonnement médicamenteux, Marcel a bien failli tout laisser tomber. On a envie de lâcher le médicament parce qu'on se sent mal, on ne se retrouve pas, on se sent... On sent une forme de déchéance, on ne se reconnaît pas. Il y a eu une envie de lâcher prise. Mais bon, mon épouse m'a boosté et les enfants, j'avais régulièrement, pareil, ne lâche pas prise. Je n'étais pas seul, donc je me suis senti obligé de me battre, ne serait-ce que pour ne pas les décevoir. C'est avec le soutien de sa famille, mais aussi grâce à ses ateliers personnalisés, que Marcel a tenu bon. Non. Bien connaître le traitement, bien connaître les effets indésirables possibles, bien connaître tout le processus de cette prise de médicaments, ça nous aide. On ne va pas dans l'inconnu. Prendre un médicament sans savoir ce qu'on risque, sans savoir ce que ça va faire, sans savoir... Bon, c'est que là, étant bien détaillé, étant bien aidé par l'équipe médicale, c'est une aide précieuse pour le patient. Dans le cadre de ce programme, Marcel peut aussi bénéficier d'entretiens avec des médecins, des infirmiers ou des psychologues. Alors on précise que cet atelier a eu lieu dans le cadre d'un programme expérimental qui est aujourd'hui terminé. Ces entretiens individuels devraient toutefois se généraliser d'ici quelques mois dans la plupart des hôpitaux français. Pourquoi est-il si important de prendre ces médicaments toujours à la même heure ? C'est une bonne question. C'est pas le cas pour tous les médicaments. C'est pas le cas pour tous les médicaments. Hein. Est-ce que ça sert aux médicaments ou est-ce que ça sert aux patients ? Alors, je pense que c'est une excellente question, parce que d'abord, il faut savoir d'où viennent les horaires de prise. Ils viennent d'essais cliniques, si vous voulez, qui ont défini qu'il fallait prendre tous les temps. C'est pas toujours de rationnel absolu, et s'il y a une petite variation, ça n'a pas véritablement de conséquences. Hein. Et souvent, aux États-Unis, par exemple au Canada, justement dans les schémas thérapeutiques, pour tenir compte, comme disait la collègue, la jeune pharmacienne, de dire tenir compte des contraintes du patient. Mieux vaut peut-être changer les horaires et dire, au lieu, vous savez, le traditionnel matin, midi et soir. Des fois, la prise de midi fait qu'on l'oublie tout le temps. Peut-être vaut-il mieux avoir une dose un peu plus importante le matin ou le soir. Bon, à discuter. Au cas par cas, en fonction des médicaments, évidemment. Faites pas ça tout seul chez vous. Bien sûr, pas faire ça chez soi, mais demander au médecin ou au pharmacien, est-ce qu'on ne peut pas adapter, et dans 90% des cas, c'est tout à fait acceptable. Alors par contre, respecter le rythme quotidien, ça oui, parce que pour certains médicaments, vous oubliez 3-4 jours et c'est foutu. Hein, en étant simple, certains antiviraux, anticancéreux, il y a des tas d'études qui le montrent. Donc c'est vraiment très très important. Maintenant, le prendre à 6 h du matin ou le prendre à 6 h 30,
Ça n'a pas une importance fondamentale, si ce n'est, effectivement, de donner une habitude aux patients, de ritualiser. Avant le repas, on prépare sa petite coupelle avec ses médicaments et ça ritualise. C'est pour ça, plutôt. C'est ce que vous apprenez, j'imagine. Oui, tout à fait. La routine va être importante, Voilà, de trouver le meilleur moment dans la journée où je vais y penser systématiquement. Ça va être plus important que... on va surtout essayer de caler les prises en fonction des rythmes de vie des personnes. Pourquoi ne peut-on pas mixer tous les médicaments que l'on doit prendre pour n'en avoir qu'un seul par jour, hein, Dominique? C'est pas idiot. Vous mettez ça dans un mixeur et comme ça, hop. Alors, c'est très, faut éviter absolument. Non, faut éviter absolument ça parce que on sait bien qu'effectivement, si on simplifie les prises, on l'a bien vu avec les traitements anti-sida, les traitements antituberculeux, les traitements antiviraux, au début, les patients qui avaient le sida étaient obligés de prendre 15 médicaments, 15 gélules. Maintenant, on a réussi à les réunir, etc. Mais ça, c'est fait. C'est le travail de pharmacien. Un travail de pharmacien qui a su le faire, etc. Sinon, c'est extrêmement dangereux parce qu'il y a ce qu'on appelle des interactions physico-chimiques entre les produits qui peuvent donner des choses assez toxiques, si vous voulez. Donc, il ne faut surtout pas faire ça. En plus, on casse la forme pharmaceutique qui, des fois, est prévue pour être gastro-résistante, c'est-à-dire pour ne pas attaquer l'estomac, etc. Donc, il ne faut surtout pas faire ça. Mais on tend effectivement à améliorer l'observance en simplifiant les prises, notamment en mettant plusieurs médicaments dans la même forme. Et en réduisant la durée des prises, parce que c'est pareil, l'antibiothérapie, les antibiotiques, on dit toujours, ça fait des décennies qu'on dit qu'il faut les prendre 10 jours. Bon. Maintenant, les études montrent 5 ou 7 au pire. Voilà, plus ça va, plus on réduit. Alors, il y a certains antibiotiques qu'on peut prendre 5 jours, ça c'est connu, mais même ceux qu'on doit prendre 10 jours, on se demande si en réduisant, et ça faciliterait l'observance en plus. Bien entendu. On le voit très bien avec les antiviraux, vous savez, contre l'hépatite, les fameux sofosbuvir, etc. Avant, on prenait ça pendant 24 semaines ou plus longtemps, et maintenant, on peut les prendre avec des associations de plusieurs médicaments qui agissent ensemble, synergiquement, plus qu'à 12 semaines. Donc, c'est plus facile d'être compliant sur 12 semaines, même s'il y a des effets indésirables, que sur 24 semaines et évidemment sur des années et des années. Donc la simplification galénique, ce qu'on appelle technique, de modifier la forme, peut être extrêmement importante. C'est une voie très importante. En quelques secondes, parce qu'on arrive à la fin, mon mari est dément et il est difficile de lui faire prendre ses médicaments. Comment faire? Est-ce qu'il y a des conseils à donner? C'est compliqué? Si possible, l'aider à le prendre peut-être en associant un petit peu le rituel avec quelque chose qui peut le déstresser. Je ne sais pas, moi je ne suis pas forcément spécialiste, de ludique. Un peu comme avec les bébés, vous savez, mettre dans des yaourts, purée des yaourts, des choses comme ça. On en revient malheureusement à cette situation-là, parce que c'est ça qui est un peu compliqué. Voilà. Merci beaucoup pour vos conseils à tous les deux. Demain, dans Allo Docteur, on parlera vous parlerez avec Marina d'ailleurs, des algues, leurs bienfaits. Vous ne serez pas là? Oh, je ne serai pas loin. Ne vous inquiétez pas. Je serai dans mon oreille. Avec plaisir, Michel. Grand fou. À demain. À demain.